Archimède de Syracuse. 200 ans avant Jésus-Christ, il calcula le diamètre du Soleil et de la Lune, la dimension d'un grain de sable et la taille de l'univers. Il établit la valeur de pi, énonça le principe fondamental de la flottabilité, développa le calcul infinitésimal qui permit par la suite de voyager dans l'espace et résolut l'un des grands problèmes de la géométrie euclidienne, le calcul du volume d'une sphère. En tant que scientifique, Archimède ne se contenta pas de résoudre des problèmes théoriques. Il encouragea également le développement technologique. Il construisit des engrenages, des roues dentées et la célèbre vis d'Archimède, un système d'irrigation des terres encore utilisé aujourd'hui. On raconte même qu'il créa des armes de guerre, telles que la catapulte et les miroirs ardents. Aucun autre penseur de l'histoire ne réussit à faire plus. Aucun autre ne fut plus oublié. Archimède fut jeté dans l'oubli par la sauvagerie aveugle de l'Empire romain, qui, en le tuant, mit un terme à une période de grand progrès scientifique. Après 3 années d'un siège épuisant, les troupes romaines forcèrent Syracuse à se rendre. La ville fut pillée et sa population réduite à l'esclavage. La guerre entre Rome et Syracuse fut la première guerre technologique de l'histoire. Combattue par les défenseurs avec de nouvelles armes terrifiantes inventées par Archimède. Grâce à son génie, la ville défia l'armée la plus puissante au monde durant 36 mois. Maintenant que Syracuse est tombée, Rome veut à tout prix capturer Archimède, mort ou vif. Plus d'un siècle est passé depuis la guerre avec Syracuse. Cicéron a été récemment nommé gouverneur de Sicile. Avec l'aide de Tyron, son esclave grec, il cherche la tombe d'Archimède, dont la trace a été perdue. Le seul indice qu'il possède, c'est que la figure ayant permis le calcul du volume d'une sphère serait gravée sur la pierre tombale. Une sphère dans un cylindre. Quel drôle d'épitaphe. En sommes-nous sûrs? Oui, maître. C'est du moins ce que l'on nous a dit. Alors pourquoi n'a-t-elle pas été retrouvée? Je ne peux croire qu'aucun habitant de Syracuse ne connaisse son emplacement. Archimède n'était-il pas son citoyen le plus important? Je crains que vous n'oubliez le nombre de Syracusains massacrés lors de la chute de la ville. J'imagine qu'il a été impossible d'identifier tous les corps. Archimède n'a peut-être même pas été enterré. Nous savons tous deux comment Rome punit les traîtres. Mais le consul Marcellus, dans son infinie sagesse, aurait pu user de son autorité pour l'épargner. C'est vrai. Un esclave aussi talentueux aurait sûrement été un atout incroyable. Après tout, Archimède était un scientifique, pas un soldat. C'est une question de point de vue. Si la ville a tenu bon, c'est parce qu'il a utilisé ses connaissances pour créer des armes dévastatrices. Archimède, à lui tout seul, valait bien 1000, 10 000 soldats.
Une raison suffisante pour le faire tuer. Archimède de Syracuse, le plus grand mathématicien de tous les temps. Que savons-nous vraiment de lui? La légende raconte qu'il courait nu dans les rues de Syracuse en criant Eureka, ou continuait de dessiner des figures géométriques alors qu'un soldat était sur le point de le tuer. En réalité, Archimède fut l'instigateur d'une révolution scientifique tellement extraordinaire que Galilée ou Newton paraissent de bien piètres apprentis en comparaison. Une grande partie de la technologie moderne repose sur sa compréhension des mathématiques, exprimée lors de travaux fondamentaux en géométrie, en mécanique et en hydrostatique, le plus célèbre étant son traité sur les corps flottants. C'est grâce à ces idées novatrices que Syracuse commença à construire des navires géants défiant les lois connues de l'hydrostatique. En êtes-vous sûr? Qu'il flottera? Viens. Assieds-toi. Regarde. Que se passera-t-il si je lâche cette jarre? Elle flottera. C'est du bois. Bien sûr qu'elle flottera. Mais va-t-elle rester droite ou bien se renverser? Et ce récipient-là, fera-t-il pareil? La jarre va se renverser, pas l'autre. Absolument. Un navire tel que le Syracusia doit non seulement flotter, mais également ne pas chavirer. Sinon, le roi Hieron... Que nous apprend cette expérience? Que la stabilité d'un navire dépend de sa forme. Correct? Mais ce récipient n'a pas la forme d'un bateau. Il ressemble à une bassine. Pas si tu utilises ton imagination. Et si ce récipient s'allongeait jusqu'à devenir comme celui-ci? Penses-tu qu'il flotterait? Mais si. Avec une simple transformation géométrique, ce que tu appelles une bassine me conduira jusqu'à Alexandrie, en Égypte. L'importance du traité d'Archimède sur les corps flottants devient plus évidente lorsque l'on observe de plus près le navire qui le conduisit à Alexandrie. Le Syracusia fut le navire le plus grand jamais construit durant l'Antiquité. Mesurant plus de 100 mètres de long, il fut conçu par Archias de Corinthe, sous la supervision d'Archimède. Le Syracusia illustrait l'une des applications significatives des lois de l'hydrostatique d'Archimède dans le domaine du génie maritime. Seul un calcul précis de la ligne de flottaison et la stabilité de la coque permirent de mettre à l'eau et de manœuvrer des navires aussi gigantesques que celui-là. La coque était doublée de plomb pour la protéger du taret, un mollusque qui creuse des trous dans le bois des navires. Un problème dont on oublia ensuite la solution jusqu'au XIXe siècle. Le Syracusia disposait d'un équipage de 1000 hommes, d'un gymnase, d'une bibliothèque, d'écuries et de jardins suspendus. C'était un miracle de la science nautique, dans tous les sens du terme. Dans son traité sur la stabilité d'un paraboloïde de révolution, Archimède parvient à déterminer la forme cruciale au-delà de laquelle une position verticale n'est plus stable. Si le poids d'un corps n'est pas suffisant, il ne s'enfoncera pas assez dans l'eau.
Étudier des paraboloïdes de révolution peut sembler assez inintéressant d'un point de vue pratique. Mais le problème soulevé par Archimède ne présentait pas seulement un grand intérêt théorique. Si le paraboloïde est allongé, sa forme devient elliptique et il ressemble davantage à la coque d'un bateau. Il est donc probable qu'il y ait un lien entre ces résultats hydrostatiques et les changements observés dans la technologie navale à cette même époque, et qui ont permis la construction de navires bien plus grands, tels que le Syracusia. Le meurtre d'Archimède et la destruction de la civilisation hellénique figurent parmi les actes les plus barbares et stupides de l'histoire. Et pourtant, ils furent bénéfiques à la culture raffinée d'hommes, tels que Cicéron, grâce aux quelques ouvrages sauvés des flammes et au contact avec les esclaves grecs qui survécurent au massacre. Des esclaves tels que Tyron, un homme très instruit, avec lequel Cicéron tissa une profonde amitié, ainsi qu'une entente intellectuelle. Dites-moi, maître, qu'est-ce qui a incité l'armée romaine à détruire la bibliothèque d'Alexandrie? Qu'en penses-tu? Peut-être les dangers apparents de la recherche scientifique, précédemment évoqués par vous-même. C'est-à-dire? Je présume que ce lieu présentait pour eux un danger mortel pour Rome. Après tout, Archimède y a étudié. Des Grecs, des Égyptiens, des Juifs et des immigrants du monde entier vivaient à Alexandrie, la ville la plus peuplée de l'époque. Parmi les scientifiques qui travaillèrent ici, figure Euclide, Hérophile de Chalcédoine, le père de l'anatomie, Ctésibios, l'inventeur de l'ancêtre de la pompe à air comprimée, et Ératosthène, initiateur de la cartographie. La ville offrait des rues larges de 30 mètres, des porches éclairés, des maisons approvisionnées en eau potable, 400 théâtres et 4000 bains publics. Son phare, l'une des 7 merveilles du monde antique, se dressait sur une île reliée au continent par une chaussée. Construit sur 3 niveaux, il dépassait 100 mètres de hauteur. Des ânes empruntaient une rampe intérieure pour apporter le bois servant à alimenter le feu qui brûlait en continu au sommet de la tour. La lumière produite par le feu et réfléchie par des miroirs métalliques était visible jusqu'à une distance de 300 stades, presque 50 km, la distance maximum permise par la courbure de la Terre. C'est en étudiant le phare d'Alexandrie qu'Archimède trouva l'inspiration pour son célèbre traité sur les miroirs. Que lis-tu de si intéressant? Le traité d'Archimède sur les miroirs. Si un rayon de lumière réfléchi peut suivre une certaine trajectoire, alors il peut également suivre la même trajectoire en sens inverse. Dans le phare d'Alexandrie, un système de miroirs transforme la lumière du feu en un faisceau lumineux parallèle qui éclaire de grandes distances. Donc, en appliquant la théorie d'Archimède, si nous inversons la trajectoire de la lumière, nous pourrons concentrer les rayons du Soleil sur un point unique, qui se mettra alors à chauffer comme si un feu brûlait au-dessous. En inversant simplement la trajectoire d'un rayon solaire? Alexandrie,
constituait le point de référence d'une révolution technologique en avance de plusieurs siècles sur son temps. De nombreuses inventions virent le jour ici, parmi lesquelles le système hydraulique, la pompe aspirante et la valve, la vis et le bouchon, l'engrenage, le différentiel, la roue hydraulique et bien d'autres mécanismes encore utilisés aujourd'hui. Un traité sur la force de la vapeur était consultable à la bibliothèque de la ville 1700 ans avant d'être redécouverte par Léonard de Vinci. La ville lançait même des attaques contre tout navire étranger entrant dans le port, ordonnant que tous les livres soient remis pour être copiés. Ainsi, chroniques, traités scientifiques et cartes de terres inconnues devinrent la propriété de la communauté scientifique tout entière. Históricos, kai, opoite, otu, Archimède fut invité par Ptolémée II pour étudier les systèmes d'irrigation utilisés en Égypte. Le chadouf, un seau suspendu au bout d'une perche, équilibré par un contrepoids, fut l'un des premiers appareils d'irrigation. Il requérait de l'homme une grosse dépense d'énergie. Puis est apparue la sakié. Sa roue verticale en mouvement permettait de recueillir puis de déverser l'eau automatiquement. La roue était actionnée grâce à une roue plus petite, sur le sol. La sakié constitua une grande avancée. Non seulement l'écoulement était continu et la quantité d'eau plus importante, mais surtout, des animaux pouvaient l'actionner. On peut supposer que c'est à la bibliothèque d'Alexandrie qu'Archimède trouva l'inspiration pour créer l'ingénieux système de pompage connu sous le nom de vis d'Archimède. Il est probable que cette vis soit inspirée de la sakié. Il s'agit pourtant d'une machine incroyablement simple. L'eau remonte dans un cylindre creux incliné grâce à la rotation d'une surface hélicoïdale à l'intérieur du cylindre. L'intérêt d'Archimède pour les machines consistait surtout à calculer leurs avantages mécaniques. Il était fasciné par l'idée de pouvoir accroître la force d'un homme grâce à une roue dentée, un treuil ou une poulie, soulageant ainsi la fatigue occasionnée par le travail manuel, et cela
200 ans avant Jésus-Christ. Souvent, le courage démontré par Archimède pour bouleverser l'ordre des choses a été justifié par la folie présumée de son génie. Pourtant, ces découvertes n'étaient jamais soudaines ou intuitives, mais plutôt le fruit d'un cheminement théorique et de démonstrations pratiques. Pour lui, la science était une connaissance transmissible, apprise au prix d'une discipline rigoureuse. Voici ce que nous ont enseigné Archimède et les intellectuels de la bibliothèque d'Alexandrie. On mesure l'angle de l'ombre produite par l'obélisque d'Alexandrie. Ératosthène de Cyrène, poète, mathématicien, philosophe et géographe, explique à ses élèves comment mesurer la circonférence de la Terre. À la même heure, le même jour, on calcule le rapport et on découvre que la circonférence totale de la Terre est de 252 000 stades. C'est intéressant de mesurer l'étendue de la Terre. Archimède. Mes amis, le grand Archimède de Syracuse. Chaque partie d'un liquide donné est comprimée par la matière placée verticalement au-dessus d'elle. Et si deux parties adjacentes de liquide sont, par exemple, comprimées de manière différente, elles ne resteront pas en équilibre. Celle qui est la plus comprimée chassera la moins comprimée. C'est bien ça, Archimède? Bien sûr, Ératosthène. Archimède, pourquoi le bois flotte-t-il? Parce qu'il est plus léger que l'eau. Les particules d'eau qui se trouvent sous le bois sont moins comprimées que les autres. L'eau autour du périmètre se répand sous le bois, le poussant vers la surface. Mais je voudrais ajouter que ce même principe d'hydrostatique appliqué à la construction de navires peut également être utilisé pour expliquer la forme de la Terre. En se basant sur tes expériences, Archimède, nous en déduisons que tous les cylindres d'eau verticaux s'élèvent à la même hauteur, ou plutôt à la même distance du centre de la Terre. Sinon, les océans étant tous comprimés de manière différente, se déverseraient les uns dans les autres. La surface de l'océan doit donc avoir la forme d'une sphère, ayant son centre au centre de la Terre. Es-tu en train de dire que ce principe s'applique également à la roche vivante? La Terre a une forme sphérique, comme si c'était un liquide. Devons-nous considérer cela comme une coïncidence? Ou alors, peut-être que la roche était jadis liquide, comme la lave des volcans? Exactement. Avez-vous tous entendu? L'étude des directions de l'eau nous permet de déterminer la composition de la Terre. Cher Archimède, nous réserves-tu une autre surprise? Oui. J'ai une petite devinette. Il s'agit de calculer le nombre total de bêtes dans 4 troupeaux de couleurs différentes. Un blanc, un noir, un roux et un tacheté. Chacun comporte un certain nombre de taureaux. Le nombre de blancs est égal à la somme de la moitié et du tiers des noirs, à laquelle on ajoute le nombre des roux. Le nombre de noirs est égal à la somme du quart et du cinquième des tachetés, à laquelle on ajoute le nombre des roux. La solution à cet incroyable problème ne fut trouvée qu'en 1880. C'est un nombre composé de 206 545 chiffres.
Écrit à la main, il ferait quasiment 1 kilomètre de long. Conon de Samos, astronome à la cour d'Alexandrie, joua un rôle clé en traduisant la contemplation du ciel en une science telle que l'astronomie. Je viens de terminer la lecture d'un traité d'Aristarque que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Il avance la théorie selon laquelle le Soleil serait immobile, alors que la Terre et les planètes tourneraient autour de lui. Comment serait-ce possible? Nous savons bien que la Terre ne bouge pas. Et nous avons toujours vu le Soleil se déplacer. Peut-être, mais nous ne voyons les différentes positions du Soleil et des planètes que de notre propre perspective. Aristarque calcule la manière dont elles apparaîtraient en supposant que tout tourne autour du Soleil. Et il aboutit à la conclusion qu'elles apparaîtraient telles que nous les voyons. Son hypothèse change totalement la vision que nous avons du ciel. Archimède profita de cet échange avec Conon pour construire un planétarium dans lequel toutes les planètes connues, dont la Terre, se déplaçaient autour du Soleil. Le modèle faisait apparaître tout ce que l'on savait alors du système solaire, et ce, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire tel qu'on le verrait d'une étoile. Pour comprendre comment les mêmes mouvements des planètes pouvaient être vus de la Terre, il fallait activer un mécanisme tout en maintenant la Terre immobile. La seule trace de cette machine extraordinaire, le fruit d'une intelligence hors du commun, se retrouve peut-être dans le croquis de ce mécanisme, appelé machine denticitaire. Comme Plutarque allait le raconter près de 2 siècles plus tard, Archimède retourna à Syracuse, charmé par sa sirène, la réflexion, et captivé par sa muse, la science. Son expérience en Égypte fut à l'origine de sa célèbre méthode concernant les théorèmes mécaniques. Démontrer un théorème, c'est comme suivre une route sans danger qui conduit de l'hypothèse à la thèse, ou en d'autres mots, à la conclusion. Pour commencer, cette route doit être construite par quelqu'un. Sa construction nécessite une connaissance approfondie du terrain. La première chose à faire est donc d'explorer cet endroit, sans l'aide d'aucune route. Comme en mathématiques, il existe également 2 méthodes. L'une réside dans l'art de la démonstration tel qu'on le trouve dans les livres. L'autre aboutit directement au résultat et à la compréhension intuitive de pourquoi il est juste. Avec la seconde méthode, il est possible de faire des erreurs. Mais c'est la seule méthode viable pour résoudre un nouveau problème.
voudrais écrire un livre qui n'ait pas à prouver la validité des résultats scientifiques, mais qui explique les méthodes utilisées pour les trouver. Le traité de la méthode, envoyé par Archimède à Ératosthène, fut perdu pendant des siècles, avant de réapparaître à Jérusalem en 1908. Archimède y explique comment calculer l'air et le volume de figures géométriques à l'aide de formules, qui seront redécouvertes par les grands mathématiciens des XVIe et XVIIe siècles, Galilée, Cavalieri, John Wallis et surtout Isaac Newton. Vous devez manger, maître. Au moins un peu. Sur le chemin me ramenant à Syracuse, j'ai essayé d'expliquer à un marin comment j'avais réussi à obtenir la quadrature de la parabole. Il m'a écouté patiemment. Puis il m'a demandé à quoi ça sert. J'ai essayé en vain de lui expliquer que les propriétés des paraboles étaient essentielles non pas pour une, mais pour de nombreuses applications, comme le phare d'Alexandrie ou la construction des navires. Le profane peut comprendre l'importance de découvertes scientifiques uniques. Mais comme il est incapable d'en déduire une de l'autre, il croit que toutes sont indépendantes et insiste pour savoir lesquelles sont utiles et lesquelles ne le sont pas. Tout est clair à présent. Vous dites qu'une unique découverte scientifique peut permettre de résoudre de nombreux problèmes. Aristote soutenait qu'il était impossible pour un seul homme de déplacer un bateau. Archimède prouva le contraire, en créant une machine qui démultipliait la force grâce à un assemblage de cabestans et d'engrenages. La célèbre phrase attribuée à Archimède « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde » s'inspirait de ce mécanisme. Un messager du roi, maître. Archimède, le roi veut te voir. On raconte que tu peux construire une machine grâce à laquelle un homme seul pourrait déplacer un navire. C'est vrai. Ma machine peut multiplier la force d'un homme par 100, 1000 et même plus.
Imaginez un levier. Plus la distance entre le point d'appui et le point d'application de la force est importante, moins il faut de force pour soulever le poids. Je comprends. Mais déplacer un navire nécessiterait un levier si long qu'il se brisera immédiatement. Mon objectif est de créer différentes machines basées sur le même principe. L'exemple du levier permet de démontrer que selon le jeu qu'on lui donne, il peut nécessiter très peu de force pour soulever n'importe quel objet. Une fois que vous avez compris ce principe, il peut être appliqué à une roue, une dent d'engrenage, une corde, une poulie. Plutarque raconta que pour impressionner le roi Hieron, Archimède fit tirer un navire à terre. Plusieurs hommes y prirent place, en plus de sa cargaison. Archimède s'installa à une certaine distance et, sans effort apparent, actionna un système de poulies, tirant ainsi vers lui le navire aussi facilement que s'il glissait sur l'eau. Archimède était également capable de mesurer le diamètre apparent du Soleil et de la Lune à l'aide d'un anidade, un instrument de sa propre invention. En 215 avant Jésus-Christ, des centaines de navires de guerre romains sous le commandement du consul Marcellus vinrent assiéger Syracuse. Pour l'armée carthaginoise déployée contre les Romains en Italie du Sud, la situation géographique de Syracuse, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Italie, lui conférait un rôle déterminant de base logistique. Archimède fut chargé de superviser l'efficacité des moyens de défense de la ville. Nous devons concentrer notre défense sur le château de Rial. Si nous renforçons les remparts, la ville sera imprenable. À l'époque d'Archimède, Syracuse était l'une des villes les plus puissantes du monde. Aujourd'hui, les ruines du château de Rial n'offrent plus que d'insignifiants vestiges des imposantes fortifications qui protégeaient la ville avant qu'elle ne soit détruite par les Romains. Le château se trouvait au centre d'une ligne de défense apparemment imprenable, à laquelle Archimède apporta d'importantes modifications. Le château était entouré de douves et possédait des embrasures étroites qui obligeaient l'attaquant à se baisser pour forcer l'entrée. Un réseau de galeries débouchait sur des chambres souterraines, formant un labyrinthe défensif qui causait le désespoir des Romains. La
la réussite du blocus naval était essentielle pour que fonctionne la stratégie de Marcellus. Archimède décida de contre-attaquer. Des chroniques antiques évoquent des machines de guerre inventées par le grand scientifique qui semèrent la panique chez l'ennemi. Comme dans d'autres campagnes menées durant l'époque hellénistique, la technologie joua un rôle clé dans les opérations militaires. Il a ouvert les hostilités avec les salves de ces machines de guerre qui bombardèrent les forces terrestres de flèches et de pierres. Plusieurs navires furent saisis par une main de fer, une machine munie d'un crochet et d'un contrepoids qui les soulevait hors de l'eau avant de les laisser tomber. Les navires étaient soulevés dans les airs, secoués jusqu'à ce que l'équipage passe par-dessus bord, puis propulsés contre les remparts de la ville, à moins que la main de fer ne les fasse violemment retomber dans l'eau. On raconte qu'Archimède utilisa une autre arme de guerre contre les navires romains, d'immenses miroirs ardents qui concentraient la chaleur du soleil sur la coque en bois des navires qui prenaient alors feu. Rien ne prouve que des miroirs ardents aient été utilisés pendant le siège de Syracuse. En fait, une application militaire d'un tel instrument semble peu probable. Cependant, des instructions théoriques et pratiques sont mentionnées dans des textes anciens. Cela laisse supposer que de tels miroirs furent vraiment inventés et fabriqués. Et il est probable qu'Archimède s'y soit intéressé de près. D'après ce que nous savons, il a écrit au moins un traité sur les miroirs dans lequel, selon certaines sources, il discute de la faisabilité des miroirs ardents. Bien que les Romains aient été beaucoup plus nombreux, la ville de Syracuse résista pendant 3 ans. Dites-moi, maître, pourquoi Syracuse a-t-elle été vaincue ? En se croyant à tort invincible. Avec le temps, cela a conduit ses défenseurs à relâcher leur vigilance. Le jour de la fête d'Artémis, nos soldats se sont emparés d'une tour sans surveillance sur le rempart ouest. Ils ont ouvert les portes et ont pris la ville. La fortification la plus impressionnante de l'Antiquité est tombée entre nos mains. Comme ça, sans opposer la moindre résistance. Mon cher Ératosthène, nous pouvons nous estimer heureux d'avoir vécu une époque marquée par des progrès si rapides des connaissances. Pendant plusieurs milliers d'années, les hommes ont fait face à un seul problème à la fois, souvent sans pouvoir le résoudre. Sans une méthode mathématique, une proposition est suivie par d'autres, qui, pour un profane, peuvent paraître complètement différentes, alors qu'elles découlent en fait de la première. Nous savons combien d'appareils utiles peuvent être fabriqués grâce à nos nouvelles connaissances. Malheureusement, le grand empire qui assiège Syracuse semble ne porter aucun intérêt aux innovations. Rome ne veut pas construire de machines de levage, de pompes aspirantes ou de roues hydrauliques. Sinon, ses esclaves n'auront plus rien à faire. Elle ne veut pas construire de réservoirs d'eau au-dessus de la ville. Elle exploite donc mes recherches sur les vases communicants, mais veut pourtant construire des aqueducs utilisant la gravité. Nous sommes peut-être trop peu à connaître la nouvelle méthode.
et elle pourrait disparaître d'ici quelques générations. Si les rapports logiques sont perdus, c'est le fondement même de la science qui s'effondrera. Et il ne restera plus que quelques fragments stériles d'une méthode que plus personne ne sera capable d'utiliser. La civilisation est en train de sombrer dans un océan de barbarie. Après l'avoir cherché pendant des mois, Cicéron trouva enfin la tombe d'Archimède et gagna ainsi le respect des habitants de Syracuse. Et cette découverte lui fit peut-être comprendre à quel point il aurait été important d'épargner la vie de cet homme mystérieux qui, grâce à sa faculté de déduction, aurait pu changer le cours de l'histoire. Je ne comprends pas. Pourquoi ce calcul mathématique était-il si important? Quelle que soit son importance, mon maître, personne ne le saura jamais. Le traité de la sphère et du cylindre fut le chef-d'œuvre d'Archimède, la découverte qui fit de lui le précurseur d'Isaac Newton dans l'utilisation du calcul infinitésimal à la base de la technologie moderne. Pour calculer le volume d'une sphère, ce grand scientifique grec de l'Antiquité l'inscrivit dans un cylindre qui fut ainsi divisé en 3 parties, la sphère et 2 bols hémisphériques. En calculant le volume des bols, il put alors déterminer par soustraction le volume de la sphère. Pour calculer le volume d'un bol, Archimède le découpa en plusieurs segments dont il était facile de calculer l'aire. Puis, il remplaça chaque segment par un disque mesurant la même aire, transformant ainsi le bol en un cône de même base et de même hauteur. Il calcula le volume d'un cône, nota la différence et découvrit que le volume d'une sphère valait les 2 tiers du volume du cylindre circonscrit à cette sphère.